pour le coup, on va commencer tranquillement. Donc, j'introduis de manière plus officielle ce webinaire scientifique. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux pour cette deuxième journée du e-salon virtuel de la podologie de vous accueillir sur Podo Expo. Donc, aujourd'hui, on aura la chance d'avoir deux conférenciers très différents avec Dr Humets qui est MPR et médecin du sport au sein du club du Stade Rochelet de rugby. Donc, il va nous parler de la scoliose et de sa prise en charge. Je mettrai ma casquette de diagnostic à 12h40, mais avec un sujet assez scientifique quand même sur l'humanisation des soins versus l'innovation, avec une certaine compatibilité. Et on finira avec Clément Potier, qui est podologue, mais qui va avoir son doctorat en School of Biomedical Science, avec un sujet que j'apprécie fortement, qui est effectivement les semelles, le renforcement du pied, comment on peut travailler, comment ça peut être complémentaire. Donc voilà un petit peu le programme. N'hésitez pas, pour la petite parenthèse, à aller surfer sur le e-salon virtuel. C'est le moment de retrouver les promos de vos exposants pendant ce e-salon. Il y a comme d'habitude tous les jours plusieurs lots à gagner. Il y a des centaines de lots à gagner gratuitement là, toute la semaine. Et puis, je vais laisser, je vais diffuser ça et je vais laisser après la parole à Dr Humets. Donc, sur les sujets de la scoliose. Donc, comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans l'outil discussion ou questions-réponses à diffuser en fait les questions pour Dr Humets en fin d'intervention. Là, Dr Humets, on va effectivement avoir un quart d'heure à peu près de présentation sur la scoliose et sa prise en charge. Et après, on aura à peu près 10 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas, c'est un sujet qui est très riche. Donc, Dr Humets, pour ceux qui ont vécu un peu l'introduction là en off, très interpro. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Elles seront les bienvenues. Ludo, je t'ai laissé la main. Normalement, tu peux enlever mon partage d'écran. Alors, du coup, il faut que je trouve le mien. C'est en train d'arriver. Tu vois le mien ou pas? Je vois tes petites filles, deux petites blondes. Ah, c'est ça. J'ai déjà le bon ordinateur. Et là? Et là, c'est lancé, tu peux y aller. OK. Bon, déjà, première étape de réussite. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Dr Humez Ludovic, que j'exerce à La Rochelle. Je suis médecin de médecine physique depuis presque 12 ans, ça passe vite. Et j'ai une activité mixte, une activité de médecin MPR purement l'après-midi, en centre ou en libéral. Et le matin, je suis médecin du Stade Rochelet. La scoliose, je suis pas mal d'enfants scoliotiques depuis une dizaine d'années. J'ai essayé de vous faire un peu une petite présentation globale sur l'attitude à essayer qu'il faut adopter devant toute scoliose et surtout la prise en charge un peu pluridisciplinaire. Effectivement, je suis plutôt orienté de cette façon. Ah, petit problème pour défiler, je ne sais pas pourquoi. Désolé, ça ne défile pas. Non, pour l'instant, ça ne défile pas. C'est la même chose que tout à l'heure. Mais ça ne défile pas sur moi non plus. La technique, vous êtes en train de partager. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais, je pense que c'est un peu long. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que je vais insister beaucoup aujourd'hui sur la scoliose idiopathique de l'adolescent. Bon, vous le savez sans doute, c'est le trouble de la statique du rachis le plus fréquent chez l'adolescent. Si on veut donner quelques chiffres, c'est quand même 2% des adolescents entre 10 et 16 ans. Donc, on en croise globalement tous. Et dans la scoliose, vous savez qu'il y a la scoliose idiopathique qui signifie sans cause connue, qui représente la grande majorité des scolioses, puisque c'est 8 scolioses sur 10, par opposition aux scolioses un peu qui ont des causes connues, comme les malformations vertébrales, les scolioses dans le cadre de maladies neuromusculaires, dans le cadre d'élastopathie ou de maladies génétiques. Je n'ai pas été trop dans ces 20%-là, j'insiste plutôt aujourd'hui sur la scoliose idiopathique de l'adolescent, celle qu'on rencontrera le plus en consultation. Déjà, le chiffre important, ça touche largement plus les filles que les garçons, puisque
touche 8 filles en général pour un garçon. Et ça, c'est un chiffre un peu, c'est un consensus. Il y a un facteur polygénique initiateur. On connaît aujourd'hui la mutation du gène POC5 qui multiplie par 5 le risque de scoliose dans la même fratrie. Donc, d'où l'intérêt, quand vous rencontrez un enfant scoliotique, de toujours tout de suite aborder avec les parents, s'il y a des frères et sœurs, dans un âge à risque, de proposer un dépistage un peu systématique. Il y a des facteurs associés. Alors, les facteurs associés retrouvés dans la scoliose, on ne sait pas encore vraiment aujourd'hui si c'est pathogénique, si c'est secondairement adaptatif ou si c'est des facteurs d'aggravation. Tous ceux qui suivent des scolioses, on a tous repéré chez ces enfants qui souffrent de scoliose idiopathique des troubles oculomoteurs. Alors, aujourd'hui, la logique, c'est plutôt d'essayer de dire que cette déformation rachidienne, ces troubles oculomoteurs, semblent en lien avec un dysfonctionnement central du contrôle postural. Et c'est là où, justement, on en parlait avec Jérémy tout à l'heure, le travail de concert avec les podologues peut être intéressant vraiment dans ce cadre-là. On voit aussi souvent des anomalies vestibulaires associées et proprioceptives, où là, on aura une approche ainsi un peu rééducative complémentaire. J'ai essayé de vous mettre un peu en consultation, enfin, c'est un peu comme ça que je fonctionne, comment faire face à une scoliose. Déjà, il y a 5 questions à se poser. Est-ce une vraie scoliose? Est-ce une scoliose idiopathique par rapport aux causes un peu secondaires? Est-elle évolutive? Alors ça, on va voir, c'est loin d'être simple comme question à répondre. La vitesse évolutive et le pronostic individuel, et après la prise en charge conseillée. Je vais revenir sur chaque question. Alors, est-ce une vraie scoliose? Pourquoi je dis ça? C'est que la scoliose est une déformation qui est tridimensionnelle. Et il faut absolument faire la différence entre la scoliose vraie, entre guillemets, et l'attitude scoliotique. La scoliose, je vous ai dit, déformation tridimensionnelle, ça veut dire que dans le plan frontal, on doit avoir, comme ici sur l'image, une inflexion dans le plan frontal. Dans le plan horizontal, il faut absolument une rotation des corps vertébraux. S'il n'y a pas de rotation des corps vertébraux, ce n'est pas une scoliose, mais une attitude scoliotique, donc le pronostic est vraiment meilleur. Et dans le plan sagittal, ça vous l'avez déjà tous vu, une modification avec souvent une hypocyphose thoracique. Et cette déformation doit être non réductible. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Je vous dis 80% des scolioses sont idiopathiques, c'est-à-dire sans cause connue. Et puis, il y a quelques causes secondaires. Il faut savoir y penser, notamment en pratique, souvent, c'est les élastopathies, les syndromes de Marfan. Si vous avez ce genre d'orientation, il faut pousser un peu plus les explorations. Les maladies génétiques, etc. Mais ça, souvent, c'est dans un contexte bien particulier. Est-elle évolutive? Alors là, c'est la pire question, c'est l'essentiel de la consulte. Nous, on essaye d'appréhender ça, c'est-à-dire cet enfant, sa scoliose va-t-elle évoluer, oui ou non, et on va jusqu'où en exploration et en soins. Alors déjà, il y a l'âge de découverte. Plus la scoliose est détectée tôt, plus elle est à risque évolutif. Alors, il y a un chiffre qui circule, c'est la découverte d'une scoliose entre 7 et 11 ans. Vous voyez, vous avez 60 à 90% d'évolutivité. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si une scoliose est découverte après 11 ans ou chez la jeune femme, après l'apparition des premières règles, le risque évolutif est quand même globalement moindre. La topographie est importante. Alors, la majorité des scolioses, elles sont thoraciques droite, lombaire gauche. Maintenant, si on a des profils un peu atypiques, on a tendance à se méfier. Les doubles courbures ou les triples courbures sont souvent plus évolutives dans le temps. Dans le paramètre évolutif, on va également prendre en compte l'angle de Cobb. Donc, je pense que ça, c'est une notion que vous maîtrisez tous. Alors, cet angle, il est mesuré comment? Sur une radiographie du rachis total en charge. C'est un critère assez fiable. Il y a un consensus pour dire qu'à partir de 25-30 degrés, au-delà de 25-30 degrés d'angulation de Cobb, le risque évolutif est majeur. Et c'est pour ça qu'on aura tendance, parfois vous verrez des classifications avec scoliose mineure, souvent moins de 25-30 degrés, scoliose majeure au-delà de 25-30 degrés. Et cette angulation de Cobb nous sert aussi dans la mise en place des corsets. Alors, je n'ai pas été trop dans le détail aujourd'hui parce que c'est assez technique, mais en gros, on commence à discuter de la mise en place d'un corset, souvent de type CTM, Chenot-Toulouse-Münster, à partir de 20 degrés, pas avant, et sur un profil évolutif. On prend également en compte le stade de maturation
osseuse et sexuelle, ce qu'on appelle l'indice de Risser. Il y a 6 stades, ça va de 0 à 5. Plus on est proche du 0, plus le risque évolutif est important. Et en pratique, souvent, on arrête le suivi à partir de Risser 4. Alors, bon, l'indice de Risser, ça se trouve un peu partout. Hein, c'est comme la mesuration de l'angle de Cobb. Vous trouvez ça assez facilement maintenant sur Internet. Mais grosso modo, tout ça, c'est un peu pour en consultation. Donc, l'âge des découvertes, la topographie, l'angle de Cobb, l'indice de Risser. On va essayer de prévoir l'évolution. Mais il faut quand même savoir que la plupart du temps, c'est imprévisible. Notamment, tous ces enfants entre 15 et 25 degrés, l'évolution est totalement imprévisible et le suivi est impératif. Alors, quand je dis suivi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une augmentation de ces scolioses. Et en chiffres, ça se traduit par plus de 5 degrés entre deux clichés radiographiques. Et en général, le suivi radiographique télémétrique, il se fait tous les 4 à 6 mois si on pense que cette dernière est évolutive. La vitesse, alors en France, on utilise beaucoup un peu ce schéma de Duval-Beaupère qui reste intéressant et moi, je le montre même aux parents pour leur expliquer un peu. C'est que vous voyez un peu l'évolution de la scoliose en fonction de l'âge. Vous voyez la courbe, à mon avis, il ne faut pas se louper, hein, à partir de 11-12 ans jusqu'à Risser 4, l'évolution, elle peut être très imprévisible. C'est-à-dire que même parfois à 6 mois, hein, il n'est pas rare de voir un enfant qui prend 15 degrés d'évolution. Et c'est là où la kinésithérapie, le suivi, un peu le bilan en podo, le demander si l'enfant pratique ou non du sport, tous ces petits détails vont devenir hyper importants. Et vous retrouvez là, d'ailleurs, sur le diagramme, vous voyez, après 11 ans, après l'apparition des premières règles, on est plutôt sur quelque chose d'un peu moins évolutif. Donc, ce schéma de Duval-Beaupère est quand même intéressant. Et puis, en consultation, on permet juste d'expliquer aux parents pourquoi on suit, pourquoi on va suivre de tel âge à tel âge et pourquoi, à un moment donné, on va aussi arrêter de faire des imageries. Parce que souvent, ils ont besoin aussi d'être un peu rassurés. Le risque évolutif, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, je suis sûr, vous envoyez en consultation, c'est aussi, il faut prendre en compte l'hyperlaxité. Plus, et il y a un score qui existe de Bayton, plus ce score est élevé, plus le risque évolutif est important. Je vous l'ai dit aussi, les morphotypes, Marfan, anorexoïde, tout ça, risque évolutif plus important. Et puis l'antécédent familial direct. Ça, pour moi, c'est parfois dans la mise en place d'un corset, je peux avoir un enfant devant moi qui a 18 degrés, donc qui est à la limite de l'indication du corset du type CTM, mais j'apprends que le grand frère a été opéré d'une scoliose idiopathique majeure, je vais décider de mettre le corset. Simplement parce que je sais que finalement, ça, le risque est très important. Okay. Alors, on fait un suivi clinique et on essaie d'avoir l'imagerie. Alors là, aujourd'hui, normalement, quel est le gold standard? Pas la radiographie conventionnelle. C'est ce qu'on appelle l'imagerie EOS. Pourquoi cette imagerie? Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais on pourra en discuter. Elle est 9 fois moins irradiante qu'une radiographie conventionnelle. Et vous avez vu, on a affaire à des êtres un peu en croissance, à des jeunes filles. Il paraît cohérent de moins irradier ses enfants. L'imagerie EOS est excellente. En plus, elle est très précise. Le problème, c'est sa disponibilité. Par exemple, moi, sur La Rochelle, je n'ai pas d'imagerie EOS. Il n'y en a pas non plus à Niort, à ma connaissance. On envoie les enfants à Poitiers, Bordeaux ou Nantes. Donc, il y a toujours ici, par exemple, 1 heure de trajet. Mais je pense que tous les 4 à 6 mois, ça vaut le coup. Et encore une fois, 9 fois moins de rayons. Donc, vraiment, c'est le gold standard. On peut continuer de faire des radios. Hein, certains continuent. Mais il y a un vrai questionnement sur l'irradiation de ces enfants. Alors, pourquoi ça ne généralise pas? Problème de prix. Hein, une machine EOS, c'est 450 000 €. Et je pense que ce n'est pas très rentable en vrai en termes de cotation par la suite. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi ça ne se généralise pas forcément un peu aujourd'hui dans les centres d'imagerie. Rapidement, mais bon, voilà, la kinésithérapie, bon, il n'y a rien de très compliqué. Hein, un assouplissement des chaînes postérieures, un ajustement lombopelvien, une rééducation respiratoire, ça c'est plutôt quand on a déjà des angulations importantes, et c'est surtout, grosso modo, une éducation gestuelle et posturale. Il n'y a rien de particulier dans la kinésithérapie. J'ai mis une petite remarque sur, parfois on me pose la question, les kinésithérapeutes notamment, l'intérêt de l'isocinétisme. Est-ce que moi je l'utilise en rééducation? Non, je l'utilise parfois en bilan. Ça me sert parfois à savoir si on a une bonne force, une bonne tonicité de la ceinture abdominale ou lombaire quand j'ai affaire à un enfant déjà un peu sportif, pour savoir si je mets ou pas de la kinésithérapie associée à un travail d'éducation gestuelle.
Tout à l'heure, je vous ai dit aussi en kinésithérapie, ce qui est intéressant, c'est d'aborder les troubles proprioceptifs, les troubles vestibulaires, les inhibitions un peu du contrôle postural. Tout ça, c'est intéressant de le faire. Le sport, alors ça aussi, c'est la grande question. Moi, je suis toujours un peu surpris, on le voit de moins en moins, mais un peu aujourd'hui, quand un médecin arrête le sport à un enfant scoliotique. Alors là, je peux répondre de façon claire, je suis totalement contre. Le sport est bénéfique. Ce n'est pas moi qui l'ai montré, c'est montré depuis des années. Et je vous mets là l'exemple de cette étude de Lyon de 2008, qui concerne 810 enfants scoliotiques, donc quand même un gros recrutement, où les enfants sportifs n'ont pas une scoliose aggravée par rapport aux autres. Donc, le sport est bénéfique et même le sport asymétrique. Après, c'est plutôt dans le dosage. Et je vais passer un peu assez vite, mais il y a une société qu'on appelle la Maison de la Scoliose, qui est dans le nord de la France avec M. Catanzaretti, qui a fait un travail vraiment sympa par rapport au sport, qui vous explique tout simplement qu'une non-participation à une activité physique et sportive augmente le risque de présenter une scoliose de 2 à 5 fois. Et par rapport au sport asymétrique, il a aussi un peu cadré les choses, c'est-à-dire on ne dit pas à l'enfant d'arrêter le tennis, par exemple. On essaye d'être prudent, on exige un peu moins de 10 heures de ce sport par semaine. Donc 10 heures, ça laisse quand même une marge. Ça veut dire que de temps en temps, les difficultés vont être vraiment pour des enfants dans des crêpes, des choses comme ça. Mais sinon, un enfant qui pratique plus de 10 heures une activité, bon, je pense qu'il y a quand même moyen un peu de le raisonner. On ne met pas non plus tous les enfants à la natation. Ça circule, c'est-à-dire la natation, c'est bon. S'il aime, OK, mais ce n'est pas une obligation. D'accord ? Et ça, je vous le mets juste après. Donc, la natation n'est pas le sport idéal pour la scoliose. Tout comme l'équitation, ça a circulé aussi. Et de temps en temps, on voit encore des certificats de contre-indication à la pratique de l'éducation pour une scoliose. Non. Et en plus, d'un point de vue éducation gestuelle et posturale, c'est assez discutable. Donc, retenir que le sport est bon. Attention avec certains sports, les sports asymétriques, la gymnastique à plus de 10 heures par semaine. Je pense qu'il faut essayer d'obtenir un nombre d'heures assez raisonnable, mais vraiment le favoriser. La chirurgie, bon, je pense que là, on rentre dans des choses très spécifiques, c'est-à-dire que retenez juste en termes de chiffres par rapport à l'angle de Cobb et par rapport à l'indice de Risser. On commencera, nous, les médecins MPR, à discuter de la mise en place d'un corset à partir de 20 degrés. Et en pratique, on a la chirurgie en tête à partir de 40 degrés d'angulation de Cobb, ce qui donne des déformations assez sévères déjà. Et souvent, et heureusement, ce n'est pas un praticien seul qui décide d'opérer un enfant de 12 ans, mais c'est des réunions de concertation maintenant pluridisciplinaires et la décision, elle est collégiale. Et en plus, il y a un vrai suivi psychologique proposé à l'enfant, mais aussi aux parents, parce que c'est quand même des interventions à risque. Vous voyez, là, je vous ai mis des exemples de montages là, qui ont été faits au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Et les techniques chirurgicales n'arrêtent pas d'évoluer. Ça évolue assez rapidement, et heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs, les suites opératoires pour récupérer ces enfants et rééduquer ces enfants après, elles se font de plus en plus simplement. Et le corset, volontairement, je ne suis pas allé un peu dans les détails, mais bon, une majorité de corsets de type CTM aujourd'hui, ou après le nouveau corset lyonnais, mais là, on rentre dans des choses un peu techniques. Pour conclure, j'espère qu'avoir respecté le temps, 15 minutes, c'est bon. Je pense que vraiment, et Jérémy l'a dit en introduction, et il a raison, c'est-à-dire vraiment la prise en charge pluri est indispensable. C'est-à-dire que, vous voyez, dans encore les causes de la scoliose, on voit bien que ce problème, cette réponse inadaptée du contrôle postural chez ces enfants semble bien présente. C'est-à-dire ils ont une déformation scoliotique, certes, mais ils ont souvent des troubles proprioceptifs, ils ont souvent des anomalies vestibulaires, des troubles oculomoteurs, et c'est là où je pense que la prise en charge pluri est vraiment intéressante. Pas simplement de la kiné, pas simplement un corset, et la chirurgie, c'est très rare et c'est vraiment le dernier recours. Voilà. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, Ludovic. Effectivement, là-dessus, on parle souvent, nous, je vais faire juste une parenthèse, la posturologie est souvent un terme un petit peu aussi mode, moi je trouve pour ma part, mais finalement la vraie posturologie, c'est ça, c'est comment travailler en interpro ensemble, avec l'entrée visuelle, l'entrée de l'ATM, l'entrée podale, c'est ça en fait le vrai travail qu'il faut faire pour moi en tous les cas d'un point de vue posture. Donc il y a Juliane qui pose une question sur l'hérédité. Est-ce qu'en fait, quand il y a un risque héréditaire, est-ce que si le parent premier degré touché ça va toucher obligatoirement les enfants ou est-ce qu'il y a les autres degrés qui sont en compte?
partir de fin. Est-ce qu'il y a est-ce que statistiquement, si la mère a une scoliose, on a plus de risques d'être touché que si c'est l'arrière-grand-mère? Je crois que c'est ça la question. Alors, ça, ce n'est pas forcément prouvé. Tout ce qu'on sait, c'est juste cette mutation de ce qu'on appelle de ce gène POC5, là, le risque est vraiment multiplié par 5 dans la fratrie. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, dès que j'ai un antécédent familial, de toute façon, j'ai tendance à être très vigilant. C'est-à-dire, en gros, concrètement, ça veut dire plutôt que de proposer un suivi à 6 mois, je le propose à 4. Si on est, je prends toujours le schéma un peu Duval-Beaupère parce qu'il est intéressant, il est visuel, c'est toujours pareil. Ça permet de montrer aux parents, vous voyez, on est dans la courbe de Duval-Beaupère, la période à risque. En plus, vous m'expliquez que votre maman a une scoliose, donc je vais être un peu plus vigilant et je vais vous suivre tous les 4 mois à partir de 6. Et ça, en plus, souvent, ça se passe très bien parce qu'ils comprennent, du coup, on leur montre que c'est le facteur de risque essentiel et c'est assez simple comme ça. Après, vous avez beaucoup d'études sur je pense que le site de la Maison de la Scoliose, hein, où vraiment, c'est une super équipe dans le nord de la France qui fait beaucoup de recherches dessus. Enfin, moi, je m'inspire souvent de leurs travaux, et notamment dans le sport, ce qu'ils ont fait, c'est très bien, parce qu'il y a encore plein d'idées reçues, quoi. Il faut vraiment essayer de combattre un peu ça, parce que ça circule encore beaucoup, hein. On a l'impression que l'enfant scoliotique ne peut pas faire de sport, et en gros, imaginez un peu, ces enfants, alors parfois, ils ont 25 degrés, on leur colle un corset, ils aimaient l'équitation, on arrête l'équitation et en plus, on les met à la natation, ils détestent l'eau. Puis, ils vont chez le kiné tous les mercredis faire du vélo. Non, je caricature, mais c'est ce qui se passe encore, hein, parfois. Et donc, du coup, ils ne peuvent plus supporter ni les médecins, ni les kinés. Et il ne faut pas leur parler de podo non plus parce que du coup, ça fait beaucoup pour eux. Il y a un autre spectateur qui demande s'il existe des contre-indications en kinésithérapie. Est-ce qu'il y a des cas où effectivement le travail peut être contre-indiqué? Non, souvent, non, non. La kiné, on le met. Moi, j'ai tendance à la mettre de façon très précoce, c'est-à-dire même une scoliose de moins de 20 degrés, au moins pour travailler un peu l'éducation gestuelle, faire un petit bilan sur le plan proprioceptif, sur le plan vestibulaire, etc. Moi, j'ai tendance à me mettre très précocement, même pour des scolioses de faible amplitude. Après, c'est vrai qu'on ne va pas laisser la kinésithérapie au long cours. C'est-à-dire si on a affaire à un enfant sportif, qui a compris un peu les notions gestuelles, qui n'a pas de troubles proprio, qui n'a pas trop d'anomalies du contrôle postural, on va vite lui arrêter la kinésithérapie. Mais pas de contre-indication particulière trop en kinésithérapie. Et c'est une rééducation finalement assez basique, hein. Est-ce que le podologue, est-ce qu'il a des choses… Alors, je sais bien que tu n'es pas podologue, mais il faut le coup quand même. Est-ce que pour toi, il y a des choses clés que le podologue ne doit pas rater pendant un examen? C'est ce que Yasmine demande. C'est ce qu'on discutait, c'était justement… Alors, le podologue, parfois, c'est vous qui les voyez, d'ailleurs, et ça n'a pas été vu par un médecin. C'est-à-dire, c'est au moins qu'il y ait quand même eu une imagerie, parce que parfois, c'est hallucinant. Mais on voit, parce que je n'ai pas parlé d'examen clinique, mais cliniquement, il y a quand même des signes. C'est-à-dire, déjà, si vous voyez une asymétrie au niveau costal, un décollement de l'omoplate, une gibbosité, parce que je ne l'ai pas dit, mais une gibbosité irréductible quand l'enfant, je pense, en avant, si vous le voyez déjà, la gibbosité, c'est que déjà, il a plus de 20 degrés. C'est-à-dire qu'il a déjà une scoliose sévère, parce que c'est à partir en gros de 20 degrés qu'on voit ici signe clinique. Donc, c'est quand même au moins raisonnable de proposer à ses parents, si vous voyez que c'est un enfant qui est encore en croissance, de consulter quelqu'un de spécialisé pour avoir une imagerie et un corset, si vous voyez ce genre de choses, pour stopper l'évolution. Leur expliquer qu'on ne va pas le réduire, cette scoliose, mais on va bloquer l'évolution, surtout pour lui plus tard. Alors, parce qu'il y a le côté esthétique, mais il y a aussi ces gens-là, on les retrouve à 30-35 ans avec des arthroses sévères et on n'est quand même pas très à l'aise avec eux. Ça n'a pas grand-chose à leur proposer. Donc ça, c'est à repérer. Repérer, je l'ai dit souvent, 80% des scolioses sont idiopathiques, donc sans cause connue. Mais 20% des cas, on trouve des maladies de Marfan, des choses comme ça. Et sans que ça, vous avez des petits signes cliniques où vous pouvez sentir un peu, oh là, c'est pas très, ça sent pas bon. Okay, ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les choses initiales à regarder. C'est-à-dire, cliniquement, il y a des choses simples. Après, il y a des terrains, exemple, élastopathie, maladie de Marfan. Et là où on a besoin de bosser avec vous, parce que même pour moi, c'est difficile en consulte, c'est ce qu'on parlait, c'est-à-dire on devine bien que ces enfants n'ont pas qu'une déformation rachidienne. Ils ont tous ces troubles un peu associés oculomoteurs, vestibulaires, proprioceptifs. Et donc, peut-être que vous pouvez là nous rendre service avec des bilans systématiques un peu sur le plan par rapport au contrôle postural. Ça peut être intéressant. Parce que c'est en kiné aussi pas forcément carré.
Et c'est là où on peut peut-être travailler en équipe pour systématiser un peu plus les choses. Là, pour le coup, je fais une parenthèse. On a une patiente commune avec Ludovic, où effectivement, comme Ludovic est à distance de chez moi à peu près de 3 quarts d'heure, il me demande en fait, c'est une patiente un peu particulière où ça peut évoluer assez vite, où il me demande en fait de la checker tous les mois en rendez-vous de suivi, ce qui fait que moi, en tant que podo, comme ça, je check, et Ludo la voit effectivement tous les 6 mois. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une complémentarité. Moi, si j'ai un point d'alerte, ça me permet de déclencher tout de suite un rendez-vous de suivi avec le spécialiste. Donc ça, je te rejoins. Je pense que les podologues, on a appris de manière automatique maintenant, un petit peu en préventif, de regarder le dos aussi. Donc, on peut détecter, et moi je trouve, je fais une parenthèse personnelle, mais qu'on détecte plus de scoliose depuis que le certificat de médecine pour le sport des enfants a été mis à 3 ans sur certains sports, où je pense que c'est une consultation où le médecin généraliste pouvait faire de la prévention et qui est un petit peu moins maintenant fréquente. Et moi, j'ai l'impression que depuis, j'en détecte un peu plus en première intention, mais c'est une expérience personnelle. Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour voir la gibbosité, pour voir le décollement de l'omoplate, il faut déshabiller l'enfant, hein. Donc, si l'enfant n'est pas déshabillé pour les certificats de non-contre-indication, il y a quand même un gros problème, hein. À travers les vêtements, personne, même moi qui en vois plein des scolioses, je ne vais pas faire le diagnostic, hein. Donc, c'est clair, c'est fondamental, hein. C'est-à-dire l'enfant doit être déshabillé, il faut qu'il y ait une consultation, il faut le faire pencher en avant et regarder un minimum son profil. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à les découvrir un peu tardivement, ce qui est un peu dommage parce que finalement, voilà, je pense qu'on progresse un peu dans l'évaluation contrôle postural parce que ce n'est pas parfait. On progresse un peu dans les corsets, ce n'est pas parfait. On se met de plus en plus d'accord sur la rééducation, mais vous connaissez toujours, il va toujours avoir des débats là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que la chirurgie, c'est un échec, quoi. Donc, il faut vraiment penser au dépistage. Ça existe et vous avez vu la fréquence, c'est 2% des 10-16 ans. Donc, c'est loin d'être anodin quand même. Alors, une dernière question pour répondre à Yasmine et à Gilles. C'est effectivement, on regarde toujours aussi, nous, s'il y a une asymétrie au niveau des membres inf. Hum. Et en fait, voilà, on va dire, je vais vulgariser, jambes courtes, scoliose, prise en charge, voilà, comment faire. Est-ce que, en fait, quand on a une double scoliose, est-ce que la jambe courte, on la laisse tranquille? À quel cas il faut pouvoir penser quand est-ce qu'il faut ouvrir un petit peu son traitement à une talonnette? Est-ce qu'il y a des cas un petit peu plus précis? C'est pas, il n'y a rien de très scientifique. Après, je pense que de temps en temps, et bon, tu le sais parce qu'on a des patients en commun, il faut pouvoir absolument compenser. C'est difficile parce que de toute façon, il faut fonctionner en 3D, hein. On a dit déformation tridimensionnelle, hein. Donc, de toute façon, ce n'est pas étonnant que sur des doubles courbures, le bassin se soit aussi adapté et que vous ayez des petits déséquilibres. C'est là où, effectivement, ça, il ne faut pas fonctionner, je pense, qu'en inégalité ou fonctionner que bassin. C'est vraiment un travail global. Est-ce que cet enfant est vraiment, il a des troubles proprioceptifs associés? C'est le cortège global, j'ai envie de dire. Pas simplement sur la radio, surtout sur une radio face. Okay, parce que c'est pareil, est-ce que dans le plan sagittal, est-ce qu'il a une grosse hypocyphose thoracique? De combien est la rotation des corps vertébraux? Parce que de temps en temps, je pense que leur déséquilibre, malheureusement, c'est un peu le corps qui a trouvé un peu son équilibre tout seul, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est délicat parce que ça, je le vois, hein, c'est-à-dire, et en plus, les parents, ça, ils aiment bien qu'on leur montre, c'est-à-dire, on leur montre, ouais, vous prenez là la photo que je vous ai mis, hein, de la chirurgie, prenez avant la chirurgie, vous avez vu un peu la déformation. On leur expliquait qu'une jambe plus courte, que c'était ça qui va rééquilibrer. On sait tous qu'il n'y a pas que ça, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer. Bon, moi, j'essaye de fonctionner comme ça, hein, d'avoir déjà un réseau de podologues avec qui on peut échanger. Bon, je pense que Jérémy me connaît, on fait souvent ça. Et c'est là où moi, je n'hésiterai pas à appeler si je vois que le contrôle EOS à 6 mois montre plus de 5 degrés d'évolution et que, par exemple, il y a une petite modification, c'est d'en discuter ensemble, en fait. Et de savoir si faut vraiment travailler en équipe sur ces enfants-là. Merci beaucoup, Ludo. Donc, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions en annexe ou autres, à me les envoyer par mail. J'ai mis mon mail dans le chat. Merci beaucoup, Ludo. Je te libère pour tes consultations, pour le coup. Pareil, s'il y a besoin de biblio,
ce que j'ai cité notamment sur le sport, tout ça, c'est assez récent. On peut faire passer, vous les avez sur le site de la Maison de la Scoliose, mais voilà, il y a pas mal de choses qu'on retrouve maintenant un peu partout. Et sinon, je peux faire passer. OK. Ouais, merci Ludovic de ta disponibilité. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va continuer. Pour le coup, je vais mettre ma casquette de diagnostic et podologue pour une petite rapide présentation d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. J'essaie de faire bref pour laisser la parole après à Clément qui nous a rejoint. Donc, pour ne pas faire quelque chose de commercial, parce que pas trop mon truc, j'ai essayé de trouver un sujet un petit peu. Alors, l'idée, je voulais vous proposer plutôt une ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit et plutôt une réflexion pendant quelques minutes sur l'humanisation des soins, si on l'oppose à l'innovation, parce que c'est des grands débats en ce moment. Et je pense que ça va venir de plus en plus des discussions qu'il va falloir traiter dans notre profession. Moi, je l'ai axé sur mon activité. Donc moi, pour le coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérémy Prieux, je suis podologue de formation, je consulte encore et j'ai créé donc Diagnostic qui commercialise l'outil Didoc. Et donc, on a cofondé Podo Expo pour le coup. Hop, donc, voilà. Donc, au niveau de l'humanisation, j'ai pris le biais de parler de l'empathie, qui reste le facteur déterminant de la prise en charge patient, en tous les cas dans ma pratique. Euh, j'ai mis, avant, je serrais la main à mes patients, maintenant, je fais des petits checks. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine distance qui s'installe des fois avec le patient. En France, on est très habitué à avoir effectivement de la proximité. Mais le patient, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande? Il demande que le professionnel de santé il ait un aspect technique de la pratique médicale. Et je vais vous montrer différentes études et différents recueils de biblio où effectivement, il veut surtout aussi qu'il ait une vraie relation et qu'il y ait des vrais phénomènes d'empathie pour connaître en fait son patient. Donc, quand on fait une compilation des études, en 2021, on a un patient qui veut quelque chose de différent. On a un patient qui a certaines exigences dans son professionnel de santé. Alors, j'ai mis un peu un petit super-héros parce que ce n'est pas forcément toujours facile d'avoir tout l'aspect, on va dire, relationnel, humanisation du soin et la compétence technique. Ça demande un vrai travail toute la journée de 8h à 20h pour tous les patients. Mais voilà, le patient, il veut un professionnel disponible. Donc, disponible dans les études, c'est vraiment d'un point de vue temporel. Temporel, disponible dans son timing de prise de rendez-vous, etc. À l'écoute, de la confiance, qui soit investi dans le traitement de son patient et une adaptation à la personnalité du patient. C'est-à-dire comment je m'adapte. Donc ça, Clément pourra rebondir là-dessus, mais comment je m'adapte à un patient sportif, comment je m'adapte à un patient sédentaire, etc. Et en plus de ça, la compétence technique. Donc attention au piège de l'empathie, de ne pas être dans la surempathie, parce que ça peut aussi nous faire du mal à nous soignants. On doit comprendre que le patient, chacun est à sa place. Il ne faut pas faire des transferts psychologiques. Attention aussi aux émotions qu'on peut ressentir derrière le bureau. Moi, je n'ai pas de bureau, mais derrière la casquette de soignant. C'est très important pour ne pas se faire du mal parce que les études montrent que l'affectivité peut faciliter un surmenage psychologique. Donc, il faut de l'empathie. Pour moi, c'est essentiel. Il faut aussi se protéger de certains phénomènes. Donc, les consensus qui sont donnés là-dessus, c'est toujours soigner un patient et non une maladie. Alors ça, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais pas tant que ça. On raisonne souvent dans des structures hospitalières par des numéros de dossier ou des choses comme ça. On voit souvent des professionnels de santé qui viennent soigner un genou. Voilà. Mais, non, moi, je ne soigne pas une tendinite d'Achille ou autre. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment des choses il faut toujours faire attention à ça. Prendre au sérieux leur motif de consultation, même si c'est une gêne. Peut-être que votre patient il a mis 2 mois à avoir son rendez-vous pour une simple gêne au niveau du pied. Le respecter, quelles que soient ses valeurs, quel que soit tout son environnement, et considérer donc leurs problèmes et leur histoire. D'où ils viennent, quels sont leurs parcours, quels sont leurs vécus. On ne va pas prendre en charge un patient de la même façon s'il a été opéré. Là, j'en ai eu un la semaine dernière. Il a subi 20 opérations sur le même membre inférieur. C'était un grave accident. On ne va pas le prendre en charge de la même façon qu'un autre patient. Donc l'innovation, est-ce que ça enlève en fait le côté humain de la prise en charge des patients? J'ai repris cette phrase, il y a les sources à la fin de mon diapo, que je trouvais parfaite pour le coup, qui disait qu'il n'y avait pas lieu effectivement de mettre en conflit tout ce qui est progrès scientifique, technologie
et l'empathie et l'humanisme. Et en fait, tout simplement, pourquoi? Parce qu'il est impossible de répondre aux besoins humains du patient sans ces innovations et sans cette technologie. Alors, je vais prendre des exemples, c'est critiquable, mais la disponibilité que voulait le patient, c'est quand même plus facile avec des outils d'agenda en ligne en ce moment, de pouvoir moins décrocher au téléphone, d'être plus disponible en consultation avec son patient. La compétence technique, je vais y revenir après, on voit dans les formations que la technologie permet de vraiment upgrader la compétence technique. Donc ici, quelques exemples très simples pour montrer que l'innovation, on en a peur, mais elle crée aussi beaucoup de magie. À gauche, maintenant, par Facebook, avec notamment les casques Oculus, on peut avoir de la réalité augmentée. Je pense qu'effectivement, il faut arrêter que les premiers gestes, par exemple en chirurgie, soient faits sur un patient, sur les premiers gestes. C'est bien qu'il y ait effectivement une habitude de ce geste pour après aller sur de l'humain, sur des gestes très invasifs. Donc ça permet ça. On le voit avec la Covid en ce moment, parce que les vaccins, mine de rien, c'est une innovation et en moins d'un an, ils arrivent à faire quelques traitements. Et en termes de pandémie, c'est important. J'ai pris des exemples d'imprimantes 3D parce qu'en ce moment, dans notre profession, c'est aussi des sujets. Alors, je connais mal l'imprimante 3D en podologie, mais en tous les cas, on voit que ça permet de faire des choses merveilleuses et de redonner de la motricité à des enfants. Et on a les agendas en ligne. J'ai pris l'exemple de ma blouse blanche. Je mets un petit coup de pied dans des grands débats. Alors, on ira doucement sur ces sujets-là. On pourra en reparler si vous voulez après différemment parce qu'après, moi, les questions seront plutôt postérieures pour moi. Mais voilà, les GAFA, et c'est là la grande crainte en fait de l'innovation. Quelle place elles auront? Elles font des choses effectivement qui sont très belles. Après, qu'est-ce qu'elles font derrière? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Aujourd'hui, il faut savoir que l'Apple Watch aux États-Unis est potentiellement en discussion de remboursement. Parce qu'en fait, on voit que si chacun atteint ses objectifs de sommeil, de kilomètres, les économies de santé publique sont énormes. Donc, il y a des discussions là-dessus. Amazon est en train de créer une mutuelle pour ses salariés. À quand une mutuelle pour le grand public? Quelles conditions? Quelle data? Quel RGPD? Point d'interrogation. Google va sur tout ce qui est cartographie de la santé. Donc là, c'est des choses très techniques. Au niveau de l'IA et du machine learning, je ferai une parenthèse là-dessus parce que c'est mon domaine dans la e-santé. Mais vous connaissez tous l'intelligence artificielle. Je vais caricaturer, mais on prend un robot avec une petite main, je vais lui dire de faire une tâche A jusqu'à une tâche B. Ça, c'est l'IA. Ce qui est plus intéressant, c'est le machine learning. C'est à quel point ce petit robot va pouvoir apprendre quel est le trajet le plus court, à quelle vitesse il faut le faire pour maîtriser le mieux le geste. Qu'on le voit en chirurgie, on le voit en radiologie, où en fait, une machine va pouvoir apprendre 10 000, 100 000, 1 million de radios en termes d'expérience. Il y a des études assez phénoménales là-dessus. Après, quelles sont les évolutions? C'est assez effrayant, mais en même temps assez innovant. Et ça peut donner une analyse qui peut être assez complémentaire de l'homme. Et avec la data, toujours ce gros point d'interrogation. La question qui se pose, moi, d'un point de vue de podologue, c'est est-ce qu'on est prêt en fait pour ça? Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'argent mis dans le système de la santé et l'innovation. Et pourtant, les professionnels de santé, ils vont vraiment à tâtons. Alors, c'est des chiffres qui sont biaisés parce que c'est fait sur la téléconsultation. Mais aujourd'hui, il n'y a que 70% des médecins qui vont aller sur cette innovation, ce qui n'est pas énorme, malgré la pandémie. Et en fait, ils ont un frein qui est retranscrit. Ils ont un besoin de confiance. Ils ont trois choses sur la fiabilité de la technologie. Est-ce que ça apporte vraiment une valeur ajoutée à mon patient et à ma pratique? Et effectivement, est-ce que ça répond à besoin de société? Est-ce que des fois, tiens, cette innovation, ok, c'est sympa. Est-ce que mon patient ou moi, j'en ai vraiment besoin? Donc, on voit que l'innovation va quand même mettre quelques années à s'installer. Les dernières publications montrent que nos craintes, apparemment, ce n'est pas moi qui le dis parce que j'ai un avis assez partagé sur la question, ne sont peut-être pas si réelles. Donc, il y a tout ce qui est nanotechno, les sciences de la vie, la robotique et deep tech, qui regroupent le numérique. Et apparemment, les études montreraient qu'il va y avoir une obligation à sécuriser, à rendre éthique, à rendre très transparent et très fiable ces technologies, ces innovations. Et aujourd'hui, on a eu très peur de ça depuis 10 ans au niveau de la biblio. Et là, on voit qu'en fait, il y aurait une sortie qui se dessinerait, que ça ne viendrait pas
pas du tout en remplacement du praticien. On a eu très peur de ça, notamment en radiologie et en ophtalmologie, mais que ce serait vraiment des outils pour mieux comprendre les maladies, les évolutions et mieux les soigner. Donc, pour conclure sur 2-3 diapos sur les ouvertures, les patients apparemment devraient devenir en fait les points de soin. Moi, ce qui ne me dérange pas, parce qu'on en parlait avec Dr Humet avant, je pense que tout doit être centré sur le patient. Je pense qu'on ne doit pas centrer sur les professionnels de santé, sur les égos notamment, on en parlait en préambule avec Dr Humet. Je pense que vraiment le patient doit être au cœur des discussions. Comment mieux soigner, comment bien soigner ce patient. Et donc, il va y avoir des suivis apparemment continus qui vont se faire, donc avec du monitoring en temps réel. Donc ça, pour le coup, il faudra faire très attention à cette data, on en est tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui vont pouvoir nous indiquer les complications, les dégradations. Aujourd'hui, un pied diabétique, pourquoi effectivement on ne pourrait pas prendre une photo, voir des dégradations se faire et la photo reviendrait tous les 2-3 jours pour voir quand la plaie se dégrade. On pourrait avoir des suivis de guérison, des statistiques de guérison, quel traitement marche mieux dans quel cas. Donc, il y a des choses qui vont être très, très bonnes. Le professionnel de santé, apparemment, va devenir un expert de diagnostic, même s'il y a les machines ou les innovations qui vont l'accompagner, ce sera lui l'expert pour effectivement toujours avoir un garde-fou sur la technologie et l'innovation. Mais il aura aussi une grande casquette de grand superviseur du suivi patient par ces fameux monitoring pour avoir un suivi personnalisé, efficace. Et je pense que ça pourra amener effectivement une grande aide dans la prise en charge préventive aussi des patients. Donc pour finir, nous, Didog, pour le coup, c'est un peu aussi là-dessus qu'on avait commencé à créer tout ça. Donc, vous savez, on a créé une aide au diagnostic où on a compilé en fait des fiches bibliographiques de pathologies issues de la biblio, donc qui permet d'avoir un petit moteur de recherche de pathologie sur les pathologies pieds, genoux, hanches, avec des vidéos de rééducation et de palpation. Donc, sur les pathologies, vous avez les palpations, comment palper la pathologie, et vous pouvez envoyer des vidéos de rééducation aux patients. Donc, Dr Humès, notamment, quand je suis des patients sportifs, sur le pied, le genou, la hanche. Ça me permet de montrer aussi, donc je fais un préambule pour Clément, où je pense que le podologue a toute sa place sur l'étirement, le renforcement, alors normalement que du pied, mais bref, je pense qu'on a toute la place en tant que professionnel de santé pour pouvoir dire aux patients, OK, vous avez une aponevrosite plantaire, il y a besoin de kinésithérapie, prenez rendez-vous, mais en attendant, je vous montre comment faire, je vous montre les exercices en vidéo et je vous les envoie par mail. Et ce qui fait de notre approche une prise en charge qui est très qualitative à mon sens. Et pour finir, voilà vers nous où on veut se positionner au sein de diagnostic. On veut vraiment travailler maintenant principalement sur l'observance thérapeutique, comment rendre mon patient acteur de sa guérison. Donc l'OMS indique qu'il y a seulement en fait, qu'il y a, excusez-moi, 65% des patients qui ne suivent pas leur traitement correctement. Ça peut être, tiens, ils ne mettent pas bien vos semelles, tiens, ils ne font pas bien leurs étirements, tiens, ils ne prennent pas bien leurs médicaments. Les chiffres au niveau impact médico-sociaux sont énormes. Pour nous, podologues, on a pris 20 000 consultations de suivi récemment là, et on a fait des statistiques. Et on voit qu'on s'approche à peu près des 50% de consultations de suivi où en fait le patient va bien. Je pense qu'on l'a tous vécu, où le patient est en face de vous et il va vous dire bah, moi ça va, j'ai plus mal. Donc c'est très bien pour le suivi, on a un retour sur nos traitements, c'est très enrichissant. Mais aujourd'hui, je parle de ma pratique personnelle, moi je prends un patient en rendez-vous de suivi un quart d'heure, non facturé, et en fait je me dis, tiens, est-ce que je n'aurais pas pu diminuer mon temps d'attente, prendre un patient douloureux aigu? C'est une grande question. Les deux points qui s'amènent à ça, c'est de se dire, OK, j'ai besoin de mon retour, mais par des innovations, on pourrait avoir un process, c'est là-dessus qu'on travaille. Eh bien, je suis soigné, good job, vous avez bien travaillé, je suis dispo s'il y a besoin, etc. Par des choses très automatisées. Cependant, là où on doit rester vigilant, c'est sur les patients qui ne viennent pas en rendez-vous de suivi. Je pense qu'on a une grosse perte de patients, par exemple, non soignés, qui peut-être qui sont effectivement déçus ou peut-être qui pensent qu'on ne peut plus rien faire pour eux, ne viennent pas en rendez-vous de suivi. Et je pense que par des outils innovants, on peut amener le patient à avoir des alertes, de dire OK, je vois que votre douleur se dégrade, revenez me voir. Et peut-être que c'est un patient qu'on aurait perdu de vue et qui a besoin de soins. Donc voilà un petit peu sur quoi nous on travaille, la réflexion actuelle de notre startup. Et voilà, je vous ai mis les sources pour ceux qui veulent un petit peu piocher.
Et voilà un petit peu sur quoi on voulait travailler, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que je pense que c'est des sujets qui vont être amenés à être abordés dans notre profession, parce que de toute façon, on sera obligé petit à petit de quand même faire attention à ces innovations avec toute la vigilance qu'il faut avoir. Donc, merci beaucoup pour le coup de votre attention. On va pouvoir… Alors, moi, je ne prendrai pas de questions parce que tout simplement, je veux vraiment que les conférenciers scientifiques soient vraiment mis en valeur et qu'il y ait plus de questions. Donc, on va laisser effectivement la parole à Clément Potier. Cependant, si vous voyez effectivement que vous avez des questions de mon ressort, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai tout en fin de conférence après l'intervention de Clément. Alors, Clément, je vois que tu es là. Je vais te nommer animateur. Tu vas pouvoir ouvrir ta caméra et ton micro. Super. Parfait. Et tu peux partager normalement ton écran. Salut Jérémy. Est-ce que le son est bon ou pas? Pour moi, ça va. N'hésitez pas dans la conversation pour me dire si le son est bon pour tout le monde. Ça, tu peux faire un test, Clément? Ouais, sinon j'ai des écouteurs au cas où, parce que des fois ça bug. Pour moi, ça me paraît bon. Je te laisse partager ton écran. Okay. Ouais, parfait. Le son est bon pour tout le monde. Ok, donc vous avez mon écran là. C'est parfait. Eh bien, je te laisse. Donc, pour rappel, on va laisser Clément intervenir à peu près 15 minutes et après, vous aurez du temps pour poser quelques questions. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions dans l'outil questions-réponses ou dans l'outil discussion. Allez, je te laisse intervenir, Clément. Ok, bon, déjà, merci pour l'invitation. Petite présentation rapide. Donc, je suis Clément Potier, podologue, donc actuellement doctorant à KU Leuven et également cofondateur de l'organisme de formation Forfood Solutions où j'interviens notamment sur la course à pied. Du coup, on va parler un petit peu de course à pied tout de suite. Et notamment en termes de traitement des orthèses plantaires et du renforcement du pied. Est-ce qu'on est sur deux approches qui s'opposent ou plutôt deux approches qui se complètent? Premièrement, l'objectif, c'est évidemment de prévenir ou de traiter les blessures quand on veut utiliser ces interventions. Parce que le running, c'est un sport où les blessures sont très fréquentes, entre 20 à 80% selon les études. Et les étiologies sont nombreuses, en fait, avec une grosse part qui est faite aux heures d'entraînement la plupart du temps. Mais on voit aussi que la biomécanique et la posture du pied ou la pronation du pied sont impliquées dans les blessures du coureur. Alors, la posture du pied, ça peut juste poser un petit problème quand on pense posture plutôt dans un sens morphologique, parce que ça, c'est un facteur qui n'est pas modifiable, donc c'est toujours un peu embêtant. Et puis après, si on prend posture plutôt au sens attitude ou alors pronation au sens mouvement, et là, ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir des définitions qui sont variées. Par exemple, pour la pronation, ça peut être l'amplitude de pronation, ça peut être la vitesse de pronation, ça peut être tout simplement le moment de pronation, donc c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas forcément au mouvement, mais à la quantité de force qui s'exerce dans les tissus. Et puis, après, ça revient aussi à dire qu'il y aurait une pronation peut-être excessive, parce qu'à la base, on sait tous que c'est un mouvement qui est naturel et nécessaire. Et on n'est pas capable de dire, quel que soit le critère qu'on prend en compte, on n'est pas capable de dire à partir de combien ce serait excessif. Et on n'est pas capable probablement parce que ça dépend aussi d'une personne à l'autre. Et pour une même personne, ça dépend peut-être aussi du moment où on se situe. Donc voilà. Alors, je lui dis que ça regroupait plein de critères. Abusivement, je vais parler de pronation tout court dans la suite de cette présentation. Ce qui est le plus important, c'est surtout que des interventions qui visent à contrôler la pronation, ça montre des signes d'efficacité. Donc là, j'ai mis quelques références, mais on a par exemple avec des semelles, Bonanno qui a testé sur un groupe de recrues de l'armée australienne des semelles préfabriquées, donc avec un soutien de voûte tout simple, c'est pas du tout sur mesure. Et en fait, rien que ça diminuait de 34% le risque de blessures type périostite, aponeurosite, tendinopathie d'Achille ou syndrome fémoro-patellaire. Et de la même façon, on a une autre étude toute récente de l'équipe de Willems qui a montré qu'on avait une réduction du risque de
de blessures d'un facteur 2,5 dans un groupe qui prenait des chaussures avec un renfort de pronation par rapport à des gens qui couraient avec des chaussures, par rapport à des coureurs qui avaient des chaussures neutres. Donc voilà, alors c'est un risque de 2,5 sur des pathologies reliées à la pronation qui sont donc exactement les mêmes que l'étude d'avant, périostite, syndrome fémoro-patellaire, aponeurosie, tendinopathie léger. Donc ça pose une autre question. Ça veut dire qu'il y a des interventions qui semblent marcher. Il faut se poser la question de la meilleure intervention, ou si peut-être il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Et donc là, on peut presque arriver à un dilemme philosophique à un moment donné. Est-ce qu'on doit s'en remettre à la technologie? Donc vous voyez ici illustré par l'ENAC AlphaFly. Donc la technologie, les semelles aussi, c'est une sorte de technologie, et puis surtout c'est une solution externe, passive pour le patient. En tout cas, c'est pensé comme quelque chose de passif. Ou alors est-ce qu'on doit faire confiance à nos capacités intrinsèques, et donc quelque chose qui se travaillerait. Ouais. Je me permets, le son se dégrade, tu sais pourquoi? Pas du tout. Essaye. Là, ça va? Ah, c'est parfait. Vas-y, tu peux y aller, excuse-moi. Je n'ai pas d'explication. Donc, bon, désolé pour l'interruption. Donc, est-ce qu'on doit plutôt faire confiance à ses capacités intrinsèques plutôt qu'à une solution passive extérieure? Et ça, c'est important. D'ailleurs, ça va un petit peu dans tout ce dont Jérémy parlait avant. Alors, il y avait l'empathie du patient, mais il y a aussi le sentiment d'auto-efficacité du patient. Et ça, sur les douleurs musculo-squelettiques chroniques, on sait que l'auto-efficacité du patient, c'est un facteur d'évolution positive pour lui sur le long terme. Donc ça, ce serait une raison plutôt de favoriser une approche de type renforcement pour développer ses capacités, plutôt que de venir le soutenir, entre guillemets. Une autre question, c'est aussi, est-ce que ça vaut bien le coup de dépenser des sommes qui peuvent être assez importantes dans des technologies, alors que les exercices, ça ne coûte pas très cher? Et puis peut-être la plus importante, ce serait, est-ce que surtout, ce n'est pas deux approches qui sont contradictoires? Est-ce que finalement, le fait d'être dépendant d'une technologie, ça ne résulte pas dans un affaiblissement de ses capacités intrinsèques? Et du coup, sur le long terme, on ne fait que se dégrader. Donc, pour répondre un peu à ces questions, on va reprendre un tout petit peu de physiologie des intrinsèques du pied. Déjà, les intrinsèques du pied, c'est des muscles qui, quand on les stimule, en décharge, donc là, c'est une expérience qui s'est faite assise, donc c'est plutôt en semi-charge d'ailleurs, pas en décharge. Quand on vient les stimuler, ça fait le mouvement que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran. D'ailleurs, je vais activer un pointeur. Voilà. Ça fait ce mouvement-là. Donc, en gros, ça fait un mouvement d'inversion et puis ça vient élever l'arche plantaire. Donc, ces petits muscles intrinsèques ont cette capacité à élever la voûte plantaire. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe à la marche, c'est autre chose. On voit qu'à la marche, effectivement, plus la vitesse augmente, donc vous avez ici de la marche toute simple, ici de la course, et puis à côté de la course encore plus rapide, on voit que plus on augmente la vitesse, plus ces muscles vont s'activer. Donc, ce qui confirme un petit peu leur action, qui serait finalement de maintenir cette voûte plantaire, et donc ce qui limiterait aussi la pronation. Et donc, ils vont agir en synergie avec l'aponévrose plantaire. Et donc, ce que trouvaient les auteurs, c'est qu'ils prennent même d'autant plus le relais sur l'aponévrose plantaire que la vitesse est élevée. Donc, à la course, ça fonctionne plus qu'à la marche, qui repose plus sur les structures passives que sont l'aponévrose et d'autres ligaments. Alors maintenant, ça, c'est une étude encore plus récente de la même équipe. Et là, ça commence à devenir intéressant. Ils ont fait un bloc du nerf tibial. Donc, en gros, comme il y avait un bloc de nerf tibial, les muscles intrinsèques ne pouvaient pas s'activer. Et en fait, là, on voit que ça ne change pas grand-chose dans le contrôle de l'arche, déjà en décharge, puisque finalement, quand on applique un poids pour déformer le pied, en fait, sans les muscles, ça ne change pas tellement. Il n'y a que 1 degré de différence avec et sans. Et puis, ils continuent à faire de l'expérience marche-course, toujours avec ce bloc du nerf tibial. Et on voit là aussi qu'il n'y a pas trop d'effet en fait, sur l'aponévrose à la mise en charge. Par contre, il y a un effet sur la raideur métatarso-phalangienne. Voilà.
Donc après, ils cherchent à comprendre un petit peu plus, ils font des petits calculs de points de table comme ça, et ils se rendent compte que finalement, la contribution des muscles intrinsèques du pied au maintien de l'arche médiale pour la course, quand on considère en fait leur volume et la force qu'ils sont capables de développer, et ben en fait, c'est 10% seulement de ce qu'il faudrait pour avoir une véritable action. Donc, ça change un peu la réflexion qu'on a sur ces muscles-là. Finalement, quand on va un peu plus loin, on se dit, OK, ce n'est pas les muscles qui vont réellement maintenir l'arche plantaire, ça va plutôt être réservé à l'aponévrose et aux structures passives, finalement. Par contre, il semblerait qu'ils aient un rôle beaucoup plus important sur la propulsion, et notamment parce qu'ils vont rigidifier en fait l'AMTP ici. Et ça, ils l'ont vérifié parce que plus on forçait la propulsion, en fait, ils demandaient volontairement au sujet d'appuyer fort sur la propulsion, et plus on voyait que cette activité musculaire des intrinsèques augmentait, et c'était en corrélation avec la raideur de la zone. Donc voilà. Donc maintenant, avec Zoom, je ne vois plus trop mon titre. Ah oui, voilà, la pronation. Donc maintenant, ça pose une autre question, c'est est-ce que ces muscles-là, maintenant qu'on a un peu mieux compris leur physiologie, c'est beaucoup plus facile de répondre à cette question qui était un peu un classique. Quand on a une pronation, c'est parce qu'on a des muscles intrinsèques du pied qui sont faibles. Vu l'explication qu'on vient de voir, on se rend bien compte que ça risque de ne pas tenir la route, et effectivement, c'est le cas. On a une chercheure, Zhang, qui a constaté que chez les sujets asymptomatiques, c'était même l'inverse. Les personnes qui avaient des pieds en pronation avaient des muscles intrinsèques qui étaient plus développés que les sujets qui avaient des pieds neutres. Donc ça paraît même contre-intuitif par rapport à ce qui est souvent dit. Une des explications, c'est que si vous prenez un sujet qui a un pied en pronation, il risque de ressembler à ça. Donc en fait, avec un axe supérieur qui pourrait être plus dévié médialement par rapport à un pied neutre, voire un pied en supination. Et ce qui fait donc que ces muscles, pour faire le même travail d'aide de l'aponévrose, auront un bras de levier qui sera beaucoup plus défavorable, et donc ils devront travailler plus finalement pour produire le même résultat. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de noter que si on prend cette fois-ci que des sujets pronateurs, on s'aperçoit que les sujets pronateurs qui sont asymptomatiques ont un volume des intrinsèques du pied qui est supérieur aux pronateurs qui sont symptomatiques, donc qui ont diverses pathologies musculo-squelettiques des membres inférieurs. Ce qui veut donc dire que ce volume, ça pourrait quand même être protecteur de certaines pathologies. Finalement, ça, c'est ce qui nous importe le plus en tant que thérapeute. Clément, il n'y a pas un truc qui frotte ton micro par hasard? En fait, là, tu vois, mais c'était bien, et là, depuis 10 secondes, on retrouve des petits bruits un peu comme de l'ultrason, c'est assez bizarre. Ok, je suis désolé, j'ai des écouteurs, je ne sais pas comment faire mieux. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner pour écouter. Donc maintenant, il y a un rôle protecteur potentiel de ces muscles peut-être, en tout cas sur les sujets pronateurs. Est-ce que ces muscles peuvent être affaiblis, donc ce qui était l'hypothèse de départ, par la technologie, que seraient les chaussures ou que seraient les semelles? Si on s'intéresse aux chaussures, donc ça, vous avez la représentation à droite, c'est les chaussures, c'est comme des sarcophages pour les pieds, ça va faire mourir vos pieds et vos muscles. Quand on regarde les études, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi net que ça, puisque quand on compare l'activité de ces muscles chaussés versus pieds nus, en fait, les muscles sont plus actifs, en tout cas en instantané, dans une chaussure, et ça réduit l'affaissement de l'arche. Donc ça, c'est encore Luc qui avait fait cette étude-là. Bon, on n'a pas trop l'explication de pourquoi. Ce qui se pourrait, c'est que, imaginez que vous couriez dans du sable, et en fait, comme le sol est très mou dessous, en réaction, le pied, lui, va se durcir. Voilà, ça serait un peu la même idée. Si on compare une population à l'inverse de personnes qui ont l'habitude d'être chaussées en minimaliste, on s'aperçoit que malgré tout, ils ont un volume musculaire, notamment de l'abducteur, qui est 10% plus élevé. Il n'y a pas trop de différence sur le reste. Si on fait une transition à des sujets qui n'ont pas l'habitude d'être minimalistes, donc sur 10 semaines, petit à petit, on les habitue à passer en minimaliste, et effectivement, on va retrouver cette augmentation du volume musculaire de l'abducteur de l'hallux.
Par contre, il y a un petit effet négatif, c'est que dans ce groupe transition, on a retrouvé 8 œdèmes osseux sur 18 participants, contre seulement 1 dans le groupe contrôle. Donc ça veut dire que c'est très bien d'avoir une chaussure qui est peu technologique, du moins du point de vue du volume musculaire. Ceci dit, il y a des risques de blessures qui pourraient être associés. Alors là, ce qui était dit par les auteurs, c'est que peut-être, quand on veut faire ce genre de transition, ce serait peut-être bien de générer du volume musculaire au préalable en faisant du renforcement. Et de ne pas attendre que ce renforcement se fasse seulement avec une transition minimaliste. Maintenant, si on parle semelles, est-ce que les semelles elles-mêmes sont capables d'être délétères pour la musculature du pied? Et bien là, on a une première étude, donc un groupe qui porte des semelles pendant 3 mois, 42 adultes, versus un groupe contrôle. Et au bout de 3 mois, on mesure à l'échographie les intrinsèques du pied, et ben, il n'y a pas de différence. Donc les semelles n'ont absolument pas altéré le volume musculaire, ni la sensibilité tactile d'ailleurs, qui a été mesurée aussi. Et dans une autre étude, cette fois-ci, c'est la première, et c'est une de 2020. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu la moindre donnée suggérant que les semelles pouvaient altérer en moins bien la musculature du pied. Et donc là, en 2020, on a eu des données dessus qui ont montré qu'après 3 mois, sur les adultes qui avaient les pieds plats, eh bien, les semelles ont résulté en une diminution du volume du court fléchisseur des orteils, donc de 10%, et puis de 17% de l'adducteur du 1 et du 5. Mais par contre, ça n'influait pas sur la pattern d'activation. Alors, comment on interprète ça? Est-ce qu'on se dit, mince, les semelles affaiblissent vraiment le pied? Alors, du coup, c'est vrai. C'est pas si simple que ça à interpréter. Pourquoi? On a vu tout à l'heure que les gens qui avaient les pieds plats de base, les pieds plats et les pieds en pronation, avaient des muscles qui étaient plus développés que ceux qui avaient des pieds neutres. Donc on pourrait se dire, finalement, c'est le but des semelles en fait. Les semelles, on les fait pour soutenir ce pied plat, et finalement, ils vont retrouver un volume musculaire qui correspond à celui de gens qui auraient tout simplement les pieds neutres en fait. Étant donné qu'on a redonné une facilité mécanique à ce pied, les muscles n'ont plus besoin de surtravailler. Donc en fait, c'est ça, je pense, qu'il faut garder en tête. On peut toujours avoir 2 interprétations à ça. C'est soit on se dit, c'est vraiment négatif parce que il y a une perte musculaire, il y a une fonte musculaire, donc c'est associé à une faiblesse. Mais on peut aussi se dire, ça veut dire qu'avant, ces muscles-là avaient besoin de beaucoup travailler, alors que maintenant, pour faire les mêmes activités du quotidien ou sportives, ils peuvent se permettre de travailler moins. Donc, ça veut dire potentiellement moins de fatigue, ça veut dire potentiellement moins de consommation d'énergie, parce qu'un muscle, ça ne travaille pas gratuitement. Donc, en fait, ça peut aussi être une bonne chose. Et finalement, tant qu'on reste sur des mesures comme ça d'activité de volume musculaire et qu'on ne fait pas de rapport avec une symptomatologie ou des douleurs, en fait, c'est très difficile de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc voilà, attention, parce que c'est vraiment très compliqué d'interpréter ces diminutions du volume. Et puis, dans l'hypothèse où ce ne serait pas une bonne chose, et en fait, c'est de toute façon très facile de dire moi, je fais des semelles parce que je veux soigner une pathologie. Il y a plein de pathologies qui ont des évidences pour un traitement par sommeil orthopédique. Et bien, pour éviter tout effet négatif ou tout déconditionnement du pied, on peut conseiller un petit programme de renforcement musculaire du pied en parallèle. Et donc là, on se rapproche de la fin, ça va être une petite réflexion sur est-ce que c'est vraiment comparable de toute manière ces 2 traitements-là. Là, je reprends l'étude du début de Williams dont j'ai parlé. Donc on voit que vous avez en bleu le groupe qui met des chaussures avec un renfort de pronation. Donc là, vous avez la probabilité de blessure ici en ordonnée, et puis le temps de running en abscisse. Donc, on voit que pour tout le monde, plus le temps passe, plus il y a de chances de se faire des blessures, ce qui est assez normal. Mais en fait, ceux qui ont des chaussures standards ont une probabilité de blessure qui monte beaucoup plus rapidement dès le début. Et donc, on aboutit à un facteur de 2,5 au total sur un suivi de 6 mois. Là, on a une étude toute récente aussi de Tadei sur le renforcement du pied. Et là encore, c'est vraiment tout récent parce que jusqu'à présent, on n'avait vraiment pas grand-chose à part des hypothèses pour suggérer que ça avait le moindre intérêt sur les blessures d'intégrer du renforcement du pied. Et eux, ce qu'ils ont montré, c'est qu'à l'issue d'un programme de renforcement du pied, on avait une diminution du risque de blessure d'un facteur de 2,4, ce qui est sensiblement la même chose que l'étude d'à côté avec les chaussures. Mais ça n'intervient pas tout de suite, en fait.
le bénéfice, il devient visible sur ce programme d'entraînement. Alors, c'est un programme qu'ils ont fait 4 fois par semaine au début, puis 3 fois par semaine ensuite, pendant 1 an. Et en fait, les bénéfices ne commencent à être visibles qu'à partir de 4 mois. Vous voyez, là où les deux lignes s'écartent, là, vous avez le risque de blessure du groupe contrôle, exactement comme à côté. Et là, vous avez le risque de blessure du groupe qui fait ces exercices. Et donc, à partir de 4 mois, on commence à voir se dégager une différence. Et cette différence ne devient statistiquement significative qu'à partir de 8 mois. Donc là, ça pose une question. Ça veut dire que visiblement, il y aurait quand même un intérêt à faire ce renforcement du pied. Mais ça ne marche pas tout de suite, en fait. Donc, quand on est dans une optique de soins, demander à un sportif s'il veut attendre ou s'il veut reprendre tout de suite, la réponse va être vite réglée. Donc, en fait, il faut peut-être se dire que c'est deux interventions qui ne sont pas sur le même timing et qu'on pourrait tout à fait conseiller des semelles, voire un autre type de chaussures pour avoir un résultat le plus immédiat possible, pour que la personne puisse reprendre son activité le plus rapidement possible. Et puis, sur le long terme, en fait, on va considérer tout ce qui est exercice et quitte à peut-être retirer les semelles dans un deuxième temps. Ensuite, une autre question, c'est que jusqu'à présent, on n'a parlé que de pronation et d'un facteur très mécanique. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Parce que ce soit les semelles, les chaussures ou le renforcement, ça doit corriger une mauvaise posture du pied ou un mauvais mouvement du pied. En fait, on n'est pas vraiment du tout sûr de ça. On pourrait simplement se dire que dans tous les cas, ça va aider le sportif et le coureur en particulier à accepter la charge qui lui est imposée par son activité, peu importe s'il est vraiment très pronateur ou pas, parce que finalement, il y a toujours très peu de liens qui lient la pronation avec les blessures. Il y en a, comme je disais au début, mais c'est des liens qui restent faibles. Et puis, on sait aussi que les exercices comme les semelles peuvent avoir un rôle proprioceptif. Et notamment, ces muscles en fait, intrinsèques des pieds sont plein de faisceaux neuromusculaires qui renseignent sur la proprioception et sur l'équilibre. Et peut-être que les développer ou le fait de les stimuler en faisant des exercices ou en courant pieds nus, par exemple, de temps en temps, on va développer cette proprioception plus que vraiment un contrôle de pronation. C'était une réflexion. Et puis sur les semelles, on peut avoir exactement ce même rôle de donner des repères, de modifier l'information sensorielle qui est transmise, etc. Donc, pour conclure, en fait, j'ai pris cette image de chronomètre parce que pour moi, le timing, c'est vraiment la clé et ce que j'ai envie de transmettre dans cette intervention. C'est qu'on a deux interventions qui sont de toute manière compatibles. Rien n'empêche d'utiliser l'un et l'autre. Et puis, si les semelles diminuent un petit peu la musculature du pied, on conseille en parallèle un petit programme d'exercice. Ça ne coûte de toute façon rien et il n'y a pas de risque d'effet négatif connu. Et puis en plus, ça permettra toujours d'impliquer le patient dans son traitement, ce qui est vraiment une très bonne chose pour développer aussi son sentiment d'auto-efficacité, le lien qu'on va développer avec lui, etc. etc. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les semelles, comme le but c'est d'avoir une amélioration rapide, est-ce que de toute façon on ne va pas favoriser un développement musculaire du fait d'avoir une activité supérieure ou reprise plus rapidement? Parce que moi, entre quelqu'un qui ne fait rien parce qu'il a mal et qui ne peut plus courir, ou alors quelqu'un qui reprend son footing 3 fois par semaine avec des semelles, je pense qu'il n'y a pas photo en fait déjà sur le global, mais même sur le pied en fait. Il y a un pied qui va concrètement travailler et faire de l'activité par rapport à un pied qui va rester au repos. Donc voilà, pour moi, c'est tout simplement deux interventions qui ne sont déjà pas sur le même timing au cours du pas, puisque les semelles vont pouvoir avoir ce rôle de soutien global de la voûte plantaire, alors que les muscles intrinsèques, on a vu que finalement, ils interviennent d'un côté plus sur la phase de propulsion, et surtout pas sur le même timing dans l'efficacité clinique, puisque en général, les semelles, c'est une intervention qui va marcher assez rapidement, alors que tout ce qui est renforcement, ça va plutôt marcher à moyen ou un petit peu plus long terme. Et ensuite, la dernière question sur le timing, c'est pendant combien de temps est-ce que, si on veut être pertinent, il faut continuer à faire du renforcement du pied, et pendant combien de temps est-ce qu'il faut continuer à porter des semelles? Et ça, je vous laisse la question ouverte, parce que j'ai ni de données pour le dire, ni d'éléments concrets pour répondre à votre question. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Clément. Je vais pouvoir te transmettre quelques questions des participants. C'est Raphaël qui pose cette question. Est-ce qu'il n'est pas possible, en fait, de mettre en place des chaussures qui contrôlent, donc avec une correction,
Donc, en fait, de diminuer en fait, le risque. En parallèle, de mettre un travail de renforcement musculaire pour, si le patient, s'il est assidu, petit à petit, de mois en mois, pouvoir revenir en fait, sur des chaussures un peu plus standards. Oui, exactement. Je pense que c'est ce que je disais à un moment dans l'intervention. Effectivement, on peut tout à fait les combiner parce qu'on voit que ça prend du temps d'avoir le bénéfice, en tout cas, sur les blessures. Le bénéfice sur le volume musculaire, c'est un peu plus rapide parce qu'on a des études qui montrent qu'en 2 mois déjà, on a eu des augmentations quasiment maximales. Mais oui, bien sûr, je pense qu'on a tout intérêt à faire les deux en parallèle. Et puis, dès que ça va un petit peu mieux, et ben, on va enlever le degré de support. Et je pense qu'on fait tous régulièrement ça avec nos semelles. Hein. Si je prends typiquement quelqu'un qui a une tendinopathie d'Achille, on peut peut-être lui mettre une talonnette assez importante au tout début quand il est dans une phase très agique. Et puis très rapidement, on va essayer de diminuer ça pour revenir à la normale. Et tu sais, il y a c'est Morgane qui pose ça comme question. Tu sais, des fois, en fonction des patients, on peut, par rapport à la pratique de chacun, faire une paire de semelles que pour la vie, faire une paire de semelles que pour le sport, ou faire une paire de semelles pour les deux. Est-ce que ça a du sens dans ce que tu as vu dans la bibliographie ou pas? D'avoir une paire de semelles, par exemple, que au sport. Oui, oui, moi, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, d'avoir une paire de semelles que au sport. En fait, tout dépend où le patient ressent son problème. Si on a vraiment un problème qui est lié à la course et qu'il n'y a pas le moindre problème en dehors, dans ce cas-là, je reste dans l'idée de ces semelles qui vont aider à accepter la charge et puis qui vont très souvent être en parallèle de conseils de gestion de la charge d'entraînement et d'exercices de renforcement du pied, et même souvent un petit peu plus général que ça. Et ouais, souvent, pour moi, ce genre de semelle, ça a vocation à ne pas durer dans le temps, à être temporaire, si la personne parvient à être assidue sur un programme de renforcement et tout ça. Après, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que les personnes ne le sont pas toujours assidues, puis il peut se passer en fait plein de choses dans leur vie ou leur vie sportive, au moins, qui vont faire qu'ils vont avoir besoin de continuer avec les semelles un peu plus longtemps. Et une dernière question de Mélanie. Une dernière question de Mélanie qui dit qu'effectivement, la baisse musculaire qui a été vue sur les études, mais l'étude a été faite avec quel type de semelle? Alors, je crois que tu as parlé de préfabriqué. Est-ce qu'il y avait des cotations? Est-ce que c'était des matériaux rigides, souples? C'est un petit peu ce qu'elle aimerait savoir. Là, il y en a juste une sur laquelle j'ai un doute, la dernière justement, mais les autres, c'était que les préfabriqués. Donc, oui, ça, c'est vrai que par rapport à une pratique clinique, c'est aussi un biais. Il y a beaucoup d'études qui ne se basent que sur des préfabriqués. Alors, bon, il faut quand même en faire quelque chose parce qu'on se dit, voilà, on étudie l'effet d'un soutien de voûte, mais est-ce que ce soutien de voûte, il était optimal pour le patient? Est-ce que peut-être il n'aurait pas fallu compléter avec d'autres éléments? Oui, c'est sûr que je suis d'accord et on ne peut pas trop répondre à ces questions. Et la recherche sur les semelles, c'est un des gros défauts d'ailleurs, et c'est ce que certaines personnes qui ne connaissent pas les semelles et qui les critiquent ont du mal à comprendre en fait. On accepte facilement qu'il y a un bon dosage et puis peut-être qu'on cherche des exercices adaptés ou des médicaments à la bonne dose, etc. Alors que pour les semelles, parfois on se dit mais c'est bon, on a testé, ça marche pas. Oui, mais bon, les semelles c'est pareil, il y a plein de façons de faire. Et est-ce que vraiment elles étaient à la bonne dose entre guillemets ou la dose la plus optimale? C'est un truc que du coup qui fait partie de ma thèse et sur lequel on aura peut-être des données plus tard à apporter. Et une dernière question pour le coup de Raphaël quand même, vu que je t'ai sous la main. Pour le coup, parce que je vois, en fait, il y a sur les blessures, pour la prévention des blessures, est-ce que pour toi, dans ta pratique, en fait, tu mets souvent des chaussures avec un contrôle avec une semelle ou semelle? Comment tu t'organises généralement? Donc, comment on fait pour choisir si on met que les semelles ou si on rajoute en plus des chaussures qu'on renforce, c'est ça? C'est une super question parce que la réponse va pas être facile à donner de manière tranchée. Il n'y a pas de recette. Moi, à la base, il n'y a pas de recette, évidemment. Moi, à la base, je n'étais pas du tout favorable en fait, aux chaussures qui avaient un renfort de pronation parce que je trouve que déjà, ça ne change pas forcément le mouvement du pied à l'intérieur de la chaussure, etc. Ce qui est sans doute vrai. Mais c'est vrai que là, quand on regarde ces études toutes récentes qui sortent, ça a quand même l'air de montrer que ça pourrait être intéressant, même si à la base, j'étais pas fan. Alors après, est-ce que si on a fait des semelles
avec une correction qu'on juge nous suffisante et optimale, est-ce que vraiment on est obligé d'utiliser ça? Parce que là, il voit un effet, mais il voit un effet en comparant que des chaussures neutres versus des chaussures avec un contrôle. Donc en fait, peut-être que si on comparait juste des chaussures versus chaussures plus semelles, on aurait le même ordre de grandeur en fait. Donc ouais, c'est une bonne question. Ben, je dirais que c'est dans un cadre où les chaussures sont très facilement déformées et malgré les semelles, déjà là, ça peut être une très bonne option de rajouter un contrôle de stabilité pour faire une généralité. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'irais conseiller comme ça en l'absence d'autres indices. Je commencerai déjà par la semelle. Et puis si ce n'est pas suffisant, ou si on est vraiment sur un profil de personne qui va vraiment déformer ses chaussures, ben là, j'irais facilement conseiller des chaussures qui vont mieux résister. Merci. Et peut-être aussi, je peux juste, ça me fait penser parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire aussi que ce genre de chaussures convient mieux aux personnes qui ont des pieds en pronation ou autres. Et en fait, dans les études qui ont été menées, que j'ai citées là, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on a vu que ces chaussures avaient un bénéfice sur les pathologies reliées à la pronation dans leur physiopatho, mais pas forcément plus chez les gens qui avaient de base des pieds en pronation ou neutres ou en supination. Donc, alors après, voilà, la conclusion ne peut pas être très tranchée parce que ça demanderait d'avoir vraiment beaucoup de sujets et comme ce n'était pas leur critère de jugement initial, en fait, ils avaient trop peu de sujets pour vraiment tirer une conclusion là-dessus. Mais dans ce qu'ils regardaient, voilà, ce n'était pas sûr que le type de pied fasse que les chaussures ont mieux ou moins bien marché. Alors, merci beaucoup Clément. Pour les autres, n'hésitez pas à me reposer les questions sur mon mail et effectivement, je transférerai à Clément. Alors moi, j'ai des travaux aussi là où je suis, donc voilà. Le son n'était pas bon pour Clément tout à l'heure, là c'est à mon tour. Donc juste pour finir, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez quand même. Et moi, effectivement, juste pour la parenthèse et pour conclure, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc je rejoins vraiment Clément parce que nous, on travaille vraiment sur le fait que le patient puisse avoir le traitement podo, mais aussi effectivement le traitement sur le long terme, on va dire, et qui doit impliquer le patient si on veut quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, effectivement, l'observance thérapeutique est un vrai sujet. Donc, je vous invite vraiment dans le discours au niveau du patient à vraiment lui en faire part et lui faire prendre conscience qu'il doit effectivement travailler pour lui et pour sa guérison. Parce que des fois, il vient de chez nous, il pense qu'avec des semelles, ça va être magique, ça va être comme un médicament. Et je pense qu'il faut lui rappeler que c'est à lui de bosser s'il veut aussi moins se blesser. Dans tous les cas. Une autre question, peut-être, Morgane, c'est travailler ses boules naturellement plutôt que d'essayer de la soutenir. Je vais quand même répondre. Comme je disais, pour moi, le fait de déjà, si on peut lui faire reprendre son activité avec des semelles, de toute façon, comme le but c'est qu'il reprenne plus vite, dans tous les cas, il va travailler. Et puis, alors, chose que ces études n'ont pas trop étudiées, mais il y en a d'autres quand même qui l'ont fait, dont je n'ai pas parlé. On peut faire des semelles qui sont plus ou moins rigides, en fait, aussi. Et donc, qui vont venir se compresser plus ou moins. Et il semblerait qu'en running en particulier, c'est effectivement assez intéressant de faire des semelles qui restent vraiment souples, de manière à justement, même si on vient apporter un petit soutien, une petite aide, et ben on laisse quand même ce pied se compresser, cette goutte se compresser, emmagasiner de l'énergie et la restituer. Donc en fait, on fait pas une semelle, c'est pas 0 ou 1, on est capable de faire plein de nuances aussi avec nos matériaux et nos constructions. Ok, du coup, si c'est tout, merci. Merci beaucoup en tous les cas, Clément. J'ai vraiment des mauvais sons, donc je suis désolé. Donc tout ça sera disponible en replay d'ici un jour ou deux. Et puis n'hésitez pas pour le coup à aller voir les exposants avec les promos du e-salon quand vous avez un petit moment. Et merci à vous tous. Merci Clément.